Nous aurons donc un dialogue d'experts très intéressant aujourd'hui, très original aussi, puisque nous comparerons, nous juxtaposerons deux analyses sur l'état des lieux RSE en Allemagne grâce à Madame Yvonne Zwick, que je remercie infiniment d'être là, qui est la déléguée générale d'une organisation d'entreprises engagées en Allemagne, qui s'appelle Baum, et Pierre Victoria, qui préside la plateforme RSE. Et ce sont deux personnalités, deux experts qui connaissent le mieux leurs situations respectives et aussi le contexte européen. Grâce à Yvonne et à Pierre, nous pourrons ainsi discuter à l'issue de l'actualité que je vais maintenant commenter. Vous vous rappelez la méthode, j'essaie de donner un peu une réflexion sur les trends, les grandes informations qui sont sorties, les tendances qui se manifestent et dont on peut tirer un peu une réflexion collective sur l'état des lieux. Voilà. Alors, on va commencer un petit peu, donc on va commencer là-dessus. Je me pose un peu sur la réflexion générale. Je trouve qu'après, il y a eu deux impulsions à la fin de l'année 2022. Il y a eu l'impulsion de Sharm el-Sheikh, il y avait l'impulsion de Montréal, il y a eu pas mal de tonnettes tirées sur la question climatique. On rentre là, en ce moment, dans un contexte qu'on voyait assez nettement, on en a parlé entre nous, se profiler et qui est très marquant maintenant, c'est le fait que les échéances Non plus. Ça reste sauté. Oui. Allô, Patrick? On n'a plus de son. alors à la fois Vous économique, entendez? hein, de récession, de lutte contre Ok. l'inflation, mais prend. Alors, vous m'entendez? 1, 2, 3, je reprends le fil. Vous pouvez reprendre le fil, Patrick. Alors, je reprends le fil dès le départ. Allô? Vous m'entendez? Non, allez-y, dans un cycle défensif, à partir de là. Oui. Alors, très bien. Donc, on rentre avec les débats qui ont eu lieu à Davos, c'était très frappant. On rentre dans une situation où, si on peut rester sur la slide précédente, merci, la précédente, merci, voilà. Donc, on rentre dans ce cycle défensif qui est assez caractéristique aujourd'hui, où il y a un monde économique qui essaie quand même de prolonger la situation des années passées. Hein. Il faut à tout prix garder des rendements, on va y venir, il faut à tout prix rester sur des logiques de croissance et autres. Euh, je voyais ce matin une entreprise comme Sanofi qui publie dans les Échos ses résultats, rien sur les logiques durables. Donc, on n'est que sur de la finance, on va y revenir. Donc, on a une sorte de volonté qui n'était pas le message de Davos, qui était un message de coopération, une volonté de faire perdurer un peu les mécanismes anciens. Et pour autant, eh bien, il y a une réglementation européenne, nous allons en parler, qui aujourd'hui quand même essaie de modifier le modèle, essaie de modifier le système. Et je crois que cette tension entre une grande partie de l'économie qui voudrait que ça dure, ce matin, il y avait aussi une très grande polémique en Angleterre, au Royaume-Uni contre Shell, qui affiche 40 milliards de résultats, en disant bah, c'est pas possible. Quoi. Voilà. Et on voit bien que là, il y a des tensions qu'il faudra résoudre. Donc, je voudrais me poser un petit peu sur cette situation, redonner un éclairage sur la vague réglementaire qui avance, et puis quand même focaliser sur des initiatives intéressantes qui sont faites ici et là dans le sens du changement. Alors, donc Next, s'il vous plaît, si on peut passer, voilà. Donc, ce qui est important dans ce cycle, c'est que on sent quand même que les acteurs microéconomiques essaient de protéger leurs intérêts, de faire perdurer un peu le système. Il y a aux États-Unis, hein, sur la finance responsable à l'épreuve du feu, il y a aux États-Unis quand même vraiment des accusations très fortes sur les gestionnaires d'actifs qui sont mis à très rude épreuve politique, judiciaire, sur les critères ESG, sur la politique ESG.
Et cette remise en cause un peu de l'intérêt des choses par des cibles très politiques, évidemment, elle refroidit tout le monde. Elle a une importance sur tout le monde. Alors, si on continue, next, merci. Voilà. Les débats de Davos ont bien montré ceci, hein. Et il y a 3 questions qui ressortent. C'est le rapport à la Chine, mais tout le monde est ambigu, ambivalent. On aimerait bien garder le marché chinois, hein, et en même temps, il faut essayer de faire sans. 2, cette phrase, il faut renouer le lien entre le social et l'économique, au nom de l'attraction des talents des enjeux sur l'emploi. Et là, on voit bien que c'est par la réflexion sur le travail et sur les nouvelles conditions de travail et les nouveaux liens sociaux qu'on pourra répondre à cette situation. Et enfin, il y a quand même une tendance très générale pour dire chaque fois qu'il y a un problème, on demande à l'État de venir au secours et de compenser toutes les transformations en cours. C'est assez net dans pas mal de secteurs. Et donc là, je pense qu'il y a un réglage qu'on n'a pas encore trouvé. Alors, il y a eu quelques initiatives qui vont dans ce sens, qui le confirment, hein. Les études de ShareAction sur le dialogue actionnarial, elles sont là, elles montrent que aujourd'hui, on n'a pas beaucoup avancé dans cette question. Très étonné de voir que le secteur pharmacie reste très aujourd'hui dans une situation où il est accusé de ne pas régler les problèmes de pénurie de médicaments, de souveraineté pharmaceutique, d'accès universel, etc., etc. Et puis, on a eu une phrase étonnante du président du MEDEF en France en disant le partage de la valeur est une négociation impossible. Bon, voilà, bon, on reviendra là-dessus parce que c'est quand même une déclaration qui rend perplexe. Alors, si on continue là-dessus, j'attire votre attention toujours sur les études importantes. Celle de l'IEA, elle est importante parce que elle montre aujourd'hui que sur à un moment où on aura produit plus d'électricité en Europe renouvelable que fossile, hein, c'est une évolution extrêmement importante. Il faut absolument que l'économie se mette sur ce logiciel du renouvelable. Et parallèlement, on a vu les statistiques publiées des résultats en Suisse du secteur du trading. Alors ça, c'est impressionnant. Secteur sur les matières premières, ça éclaire un peu tout le jeu spéculatif sur les matières premières, mais on a là une situation qui est assez insupportable de distorsion des marchés, enfin en gros d'opportunisme de marché, là où c'est en revanche un secteur extrêmement important. Un article en France qui est assez accusatoire, qui pose plein de questions, je porte à dans YouMatter, je porte à votre connaissance, et puis l'étude très intéressante d'Accenture et de Global Compact, en disant, voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, disent les chefs d'entreprise, c'est la question de l'inflation, c'est le talent et c'est les enjeux de santé. Pour le reste, on repassera, on verra après. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, un peu sur le contexte. Alors, si on avance, s'il vous plaît, on a quand même toujours ce mouvement de fond qui a pris maintenant une ampleur importante depuis quelques années, hein. Donc, si on peut avancer, on a aujourd'hui vraiment une prise en main par les pouvoirs publics. En gros, la RSE, c'est devenu de la compliance. Alors, on en a parlé souvent entre nous. Je crois que là, il y a des tendances très, très, très fortes. Je les cite toujours, des initiatives qui sont à regarder parce qu'elles expriment la façon dont les acteurs publics se saisissent de la question. New York, maintenant, qui fait payer le carbone, c'est tout à fait intéressant. En France, vous avez vu comment le débat sur la consigne qu'on avait loupé au moment de la loi AGEC est reparti. C'est très important puisque ça change toute l'économie de l'emballage et de la collecte des déchets. On a un peu cette compétition entre l'écolabel européen et le label ISR français qui est en cours. Il y a la mise en place en France sur les minerais critiques maintenant d'une organisation, mais tout ça, c'est pas les secteurs, hein, c'est pas les entreprises qui sont à la manœuvre, ce sont les pouvoirs publics, hein. Et
il y a tout un mouvement aujourd'hui qui veut appliquer le carbone obligatoire dans l'information produit, qui avance aussi. Voilà. Je noterai quand même quelque chose qui est important parce que pour ceux qui suivent l'actualité de près, les points de contact nationaux font l'état des controverses un peu. Et il y a eu un accord sur une très grosse controverse sociale qui court depuis de longue date avec Téléperformance, le groupe coté au CAC 40. Eh bien, un accord a été passé pour résoudre cette question avec le syndicat international. C'est intéressant comme accord international sur la RSE d'une certaine manière. Alors, on est très occupé maintenant, tout le monde est submergé par l'application des ESRS. Je pense que Yvonne nous en parlera aussi en Allemagne, aussi concerné que nous, et Pierre sur les conséquences que ça a. Donc, en France, on a commencé avec au Parlement, donc il y a une ordonnance pour la transposition qui est en place, qui a intéressantes sur 3 plans. Il va s'agir de régler la question des organismes de vérification en faisant que le marché ne soit pas que chez les Big Four. 2, on harmonise tous les seuils entre tous les textes pour simplifier la vie des entreprises. Ça, c'est vraiment nécessaire. Et puis, on se pose la question de savoir comment, sur les moins de 250 salariés, on va pouvoir avancer, sachant que ça n'a rien à voir avec la question entre les petites et les grandes entreprises là-dessus. Voilà. Donc, ce débat, il est technique, mais il est aussi très politique. Et donc, je termine un peu sur cette réflexion sur le rapport entre le public et le privé, et sur le fait que du côté, l'initiative est plutôt du côté du public aujourd'hui. J'étais très frappé par la phrase du patron de la CDC, vous l'avez sous les yeux, est intéressante. Si vous ne saviez pas que c'était le directeur de la CDC qui l'a dit, vous pourriez la mettre dans la bouche d'une ONG très combative, très militante. Eh ben non, au plus haut point. Et le patron de Michelin a tenu récemment, du reste, pour ses vœux, des propos pas très différents aussi. Donc, on voit bien quand même que là, même si beaucoup disent qu'on ne veut pas avancer sur le débat du partage de la valeur et sur des réformes profondes, eh bien, il se passe quand même des choses. Alors, c'est là où je voudrais insister sur quelques initiatives d'entreprise pour terminer. Donc, j'en ai listé quelques-unes. Alors, c'est intéressant, une initiative issue soit de la société, soit des entreprises. Côté société, on a les ONG qui veulent revoir la taxonomie européenne. À mon avis, elles proposeront un contre-projet. La polémique autour de BNP et de son implication dans le secteur pétrolier. Bon, la réponse des uns, les accusations des autres. Il y a une étude importante sur l'engagement actionnarial qui a été faite par le FIR. Allez la voir, elle dit des choses importantes sur ce sujet qui ne bouge pas tant que ça. Il y a un fonds quand même important sur le transport maritime qui a été mis en place en public-privé, qui est une bonne initiative, et un rapport qui fait une réflexion assez solide sur la radicalité. Est-ce qu'il ne faut pas monter de plusieurs degrés dans l'engagement? Et dans ce rapport de l'ORS, il y a des mesures qui sont préconisées, qui sont intéressantes. Alors, je signale quand même comme initiative très positive celle de Publicis sur les personnes atteintes de cancer. C'est une initiative de très haute envergure et très utile. Il y a aussi une étude qui a été faite par l'OCDE sur le fait qu'on voit bien que dans tous les pays, dans toutes les zones où il y a des mines, eh bien, c'est celles qui ont des situations sociales les moins avantageuses. Et quand même, un débat qui progresse en France sur la construction du concept d'entreprise régénérative. On va en parler dans les années qui viennent. C'est quelque chose qui, sur un plan scientifique, est quand même pas très clair encore aujourd'hui, mais que l'on est en train de faire avancer et qu'il faut suivre de très près. Voilà. Alors, ces choses-là étant dites, j'attire votre attention sur des livres, comme toujours, des ouvrages de fond qui sont des supports à nos réflexions. Vortex, qui est un travail qui est bien fait sur toutes les évolutions liées à la situation planétaire. Le travail très remarquable qu'avait fait, de reste à l'époque, Bruno Latour à Sciences Po à travers l'Atlas de l'Anthropocène, et qui a été remis à jour aujourd'hui, qui est vraiment une Bible, et sur la réflexion sur le don, Madame Benamou, qui est la présidente du Cercle des économistes, qui relance aussi un peu une réflexion économique là-dessus. Le don a sa place dans l'économie,
contrairement à ce que certains pensent. Alors, voilà pour ces éléments. Et maintenant, au vu de ces quelques réflexions d'actualité qui montrent un peu la tension caractéristique entre des entreprises qui sont à la fois submergées par la compliance, une compliance qui va très vite, et puis des pouvoirs publics qui poussent. Je terminerai par le fait qu'en France, le ministre de l'Environnement a déclaré cette semaine qu'il mettait comme paramètre dans les politiques d'adaptation, et du coup, ça engage les financements publics et souverains et autres, un curseur à 4 degrés de réchauffement à la fin du siècle en France. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, mais c'est quand même une annonce qui va continuer de secouer un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est jouable, mais voilà, c'est une façon aussi de lancer le débat. Donc, je voudrais maintenant passer un peu la parole en commentaire à l'appui de cette analyse générale du contexte, hein, qui quand même montre qu'il faudra que le business se mobilise beaucoup plus et ne laisse pas forcément la main uniquement aux pouvoirs publics qui doivent tout faire, tout financer et tout penser. Donc, je voudrais demander d'abord, on va à tout seigneur, tout honneur, demander à notre hôte, notre ami Yvonne Zwick, qui est délégué général de Baum, de nous donner un peu sa vision de ce contexte en Allemagne, dans le cadre des entreprises allemandes qu'elle connaît très bien, qui sont engagées, et de la situation politique contextuelle en Allemagne. Donc, Yvonne, je voudrais et puis Pierre Victoria, pour la France, complétera après, parlera de son analyse à lui. Mais Yvonne, je voudrais vous donner la parole, alors in English ou en français, c'est comme vous voulez. Donc, voilà. Comment vous voyez cette RSE de plus en plus européenne en Allemagne? Comment elle est perçue par les entreprises? L'Allemagne a fait un texte sur le devoir de vigilance qui est un texte important, qui prépare le texte européen, du reste, la directive CS3D. Voilà, où en est-on pour nous, c'est évidemment essentiel de marcher de pair en partenariat avec l'Allemagne sur ces sujets pour des raisons de compétitivité et de vision politique commune. Yvonne, merci d'être là et on vous écoute maintenant. Merci Patrick, merci pour l'invitation, car comme vous avez dit que je peux présenter en anglais, je vais prendre la chance pour ça. Et je vais, si Léo me laisse. Voilà, Léo va passer, les slides, va passer vos slides. Ok, merci Léo. And I brought you 4 studies, and what I would like to keep in my mind for later on, and also for starting the presentation right now, is what Patrick said avec le Vive l'Europe. Non, c'est un peu difficile, mais on va réussir. Is about responsible lobbying, because what I remarked in Germany is that 2 years ago we had 3 very interesting studies run by organizations which are not very well, you cannot say that they are ideologically very left, like the NGOs from an environmental perspective, but pretty neutral, or even more pro-classical business. And as such, I drew them out of my archive, and I brought a very recent one, just in order to tell you about what do really companies think about what comes from Brussels. And the first study I would like to show is one of Commerzbank, which is a big financing partner. Leo, next slide, please. Which runs an entrepreneur's perspective study every 2 years, which is representative. And they have discussed 2021, a changing economy, the opportunities of the Green Deal. That was the title of that study. And the study run by Commerzbank is a very welcome addition to all those who have been changing or are about to change their core business for some time already now. And certainly not under regulatory perspective. It was pre-CSRD intense discussions in Germany as well, where everybody complains about what's coming up with the European sustainability reporting standards, with the taxonomy and all those things where I would say old school lobbyists take every possibility
to talk the old talk again Next to do. of bureaucratism, etc. And in that study, you see that that for more than 80% of our companies, the 3 dimensions of sustainability seem to be very important. And they see that they don't yet have a strategy on one hand, but also see that they may have competitive advantages through the regulation that's coming from the EU level with regards to climate, etc. And there was a commenting by the editor Carsten Stevens from the newspaper Börsenzeitung, which is of our stock list focused newspaper in Germany. He wrote, commenting that study, in 10 years' time, banks will not grant credit to SMEs without the theme of sustainability influencing creditworthiness considerations. And that means that for more than 80% of the companies, they still need to put them into strategy, into data, to be able to proliferate the data that the investors and banks need to reassure their portfolios and also their credits, their credit risks. Next. OMFIF, an organization of finance also on international level, titled in June, German companies back Brussels climate mitigation policy. They commented, not to act is not an option. Banks also want companies to still have viable business models in 10 or 20 years. So that is something where small and medium-sized companies' values, family-owned companies' values come together with the interest of the financial market, which I think is a huge chance on how we can put the agenda forward in bringing the people and the actors together, financial market actors with the value-driven companies, because they want to reach the same targets. The road to carbon neutrality has been traveled. We have discussed a lot about whether that is credible, yes or no, and we are still discussing it, but it is also in a sense showing up that we don't move forward. Emissions go up, don't go down, and the investment opportunities are still there also to look at the impact of all those investments. And that Forsa study has been run by the German Banking Association together with the German Organization of Accounting Firms, DRSC. And they asked how receptive the German companies are, and you see they are pretty open. Another important study of my former employer, the German Council for Sustainable Development, also was issued to 2021. And they made a very serious study about where is sustainable business already de facto standing? Because we hear a lot about sustainability is in the DNA of each and every company as it exists since 150 years. They are savings banks or they are family owned. But how is it if you go to, are they committed to sustainability initiatives? Do they report regularly according to an established standard, yes or no? Or have they ever been rewarded with a very good sustainability performance? And there you see that only 0.15% of all German companies are sustainable in a narrower sense. If you consider the broader perspective, using sustainability standards or labeling, for example, you come to 0.32% Right, it's not of a lot. all companies. So Very that's few. pretty low. If you look on the numbers, I think that is realistic because we don't have 7,000 or 70,000 reporters on sustainability issues yet, but only below 5,800. And here we have already all those committed to sustainability initiatives put together with those reporting. Next slide. And the very recent study has been run by Bertelsmann Foundation with many other organizations, also supported by Baum e.V. It is now a multi-year panel of several organizations where we want to do the research about what are the drivers and barriers for transformation in business. And it was interesting to see that establishing a governance structure in companies and to bring together the younger generations, which are drivers for sustainability with top management, for example, and to look for the governance structures and to see how goals can be defined, how processes to transform business practice should be brought forward, and how that can be
also, yeah, established within the companies, supported by augmentation and development of knowledge about how things can be run, that this is crucial to come forward. So my facet would be, let knowledge flow, go into self-reflection, dear German company. What is your status and how you deal already with sustainability issues? And come into action, prepare for not only transparency obligations, but also to perform sustainably. And then you will find your future market as well. No, next. I'm fine, Patrick. Let's spare Okay. time. Okay. Alors, the situation that you have described, Yvonne, thanks a lot, is quite close to the French one for me on many aspects, on many items. We are very close. In fact, the interest, the conviction, but also a low level and the issues today about skill, about capacity to implement and so on. So, je voudrais demander maintenant à Pierre de comparer de son point de vue, mais on voit bien que les questions à la fois d'attraction et de résistance sont assez proches de celles que nous vivons ici. Pierre, puisque Yvonne travaillait à l'équivalent de la plateforme RSE, d'où cette étude est extraite, donc vous qui présidez la plateforme RSE, qui est le bon point de vue, le bon observatoire, la bonne tour de contrôle aujourd'hui sur le sujet, comment vous vivez le contexte français et votre regard sur le contexte allemand aussi et les conséquences qu'il faut en tirer de manière générale au plan européen. Pierre, vous avez la parole. Merci Patrick, vous m'entendez, c'est bon? Oui, on vous entend bien là. Donc, merci Patrick d'abord de cette invitation. Donc, effectivement, je préside la plateforme RSE. Alors, qu'est-ce que c'est que la plateforme RSE? C'est un organisme qui a été mis en place il y a 10 ans par le gouvernement pour fédérer les différents acteurs en matière de la RSE. Ce sont 50 organisations en fait qui ont été nommées par le gouvernement, qui se regroupent en 5 pôles: un pôle des acteurs économiques, un pôle des organisations syndicales, un pôle de la société civile, un pôle des chercheurs et développeurs et un pôle des institutions publiques, y compris les représentations du Parlement. Le but du jeu, c'est de faire des propositions au gouvernement en matière de RSE, mais aussi de répondre au gouvernement sur un certain nombre de recommandations pour faire avancer un certain nombre de sujets. Et les derniers sujets sur lesquels nous avons travaillé à la demande du gouvernement concernent la question des labels, de clarifier la question des labels RSE. C'est sur la question des salariés aidants, hein, c'est-à-dire comment on fait pour faire évoluer le droit du travail du fait de la responsabilité de plus en plus forte des salariés vis-à-vis totalement de leurs ascendants. Et puis, par ailleurs, actuellement, donc, nous travaillons au sein de la plateforme sur 2 sujets majeurs. L'un sur la question de l'impact, responsabilité et performance plurielle, qui a donné lieu, qui vient d'être réalisé et qui sera rendu public dans les semaines qui viennent, et un autre sur les questions de la commande publique et de la RSE. Je voudrais préciser 2 choses. D'abord que je suis alors à la plateforme RSE au titre du comité 21 et sur le pôle chercheurs-développeurs, même si j'ai eu des responsabilités à la fois de cadres dirigeants dans le domaine du développement durable dans un grand groupe et aussi de représentants des salariés. Et que là, l'élément, ce que je vais raconter, alors sera à titre plus, une vision plus personnelle. Ce n'est pas la position de la plateforme que je vais donner, mais bien ma position personnelle, sachant que l'originalité de la plateforme, c'est que tous nos travaux, à la fois sur le contenu et dans les recommandations, doivent faire l'objet d'un consensus entre les 5 pôles. Donc, nous avons un processus interne de discussion, de négociation, pour arriver à un consensus qui fait que ceux que nous proposons sont par définition communes à l'ensemble des acteurs de la RSE. La question posée par Patrick sur qu'est-ce que je pense de la RSE aujourd'hui en France, j'ai une vision tout à fait, je dirais, ambivalente. Tout d'abord, j'ai essayé d'être un acteur dans tout ce qui a été le rapport Sénart-Nota de 2019, hein, donc ce rapport qui était changé, essayer de réfléchir suite au discours du président de la République et à la commande du président de la République à ce que pourraient être
l'amélioration de la relation entre l'entreprise et la société, et qui avait quelque part essayé de définir les contours d'un nouvel âge, d'un capitalisme qui serait plus un capitalisme où, alors certains disent plus sociétal, plus inclusif, des parties prenantes, je ne sais pas très bien quel terme, mais en tous les cas, qui se définissait clairement en rupture avec la vision actionnariale et friedmanienne, notamment justement par le concept d'intérêt général, par la place des parties prenantes, par la priorité au long terme sur le court terme et par une sorte de bienveillance de l'entreprise vis-à-vis de son écosystème. Pierre, si Cette tu m'autorises, dynamique, à ce stade, si tu m'autorises à te couper pour que tu rebondisses, c'est ce qu'on appelle le capitalisme rhénan, donc plus proche de nos amis allemands, avec notamment le rôle des administrateurs salariés, des représentants du personnel. tu me coupes l'herbe sous mon pied, Patrick, parce qu'effectivement, j'avais C'est deux pour Yvonne. questions à Ah, poser c'est à ça, pour Yvonne. Yvonne. Ce C'est qui pas autre était, chose. est-ce que le concept de capitalisme rénant, ça existe encore? Et la deuxième, bien évidemment, c'était sur la place de la gouvernance de l'entreprise. Et j'y reviendrai peut-être là-dessus. Enfin, D'accord. pourquoi cette dynamique est cassée? C'est ça la question que je voudrais d'abord traiter. À mon avis, pour des raisons à la fois structurelles et conjoncturelles. Sur les raisons structurelles, je vais juste les citer pour ne pas rentrer tôt dans les débats. La première, c'est que je pense qu'il y avait dans cette dynamique, donc Sénart-Nota, dont une partie seulement s'est inscrite de façon législative dans le rapport PAC, il y avait de grands oublis. D'abord, il y avait une incompréhension sur ce que c'est que les parties prenantes. Je reste persuadé qu'on ne voit les parties prenantes que comme des gens qui, dans le fond, avec qui on veut dialoguer, à qui on veut souvent persuader, d'ailleurs, sans toujours prouver que ce que l'on fait est bien vis-à-vis de la société. Mais on n'a absolument pas compris, me semble-t-il, que la vision sociétale de l'entreprise, qui est portée en fait par les objectifs du développement durable et quelque part par la loi Pacte France, parce qu'on a appelé, est-ce que l'entreprise a un objet politique, est-ce qu'elle est d'objet collectif, peu importe les termes, mais en tous les cas, cette vision de la relation avec la société devait amener les acteurs de la société à dire à l'entreprise ce qu'ils pensaient de ce qu'ils faisaient, mais de dire à la fois de leur dire était une force de proposition et d'action pour faire bouger l'entreprise à la fois dans ce qu'elle avait de positif, ce qu'elle avait de négatif, mais aussi dans la modification profondément de son modèle d'affaires. Je pense que le concept des parties prenantes n'est absolument pas pris en compte, malgré, et je tiens à le dire, la bonne volonté des entreprises de faire à nouveau, de construire un dialogue avec les parties prenantes, mais dans le fond, ils ne savent pas aujourd'hui faire ce que sont les parties prenantes et pour cette raison-là, ont du mal à créer le dialogue. La deuxième chose, bien évidemment, c'est la question de la partage de la valeur, ce qui est quand même, Patrick l'a dit, tant qu'on continuera à être dans les logiques de rentabilisation financière maximalisée, tant qu'on l'on voit et on peut avoir qu'un œil sur ce que dit Oxfam sur le fait qu'il y a de plus en plus de gens riches et que l'écart ne fait que se construire. Quand on voit qu'à Davos, le premier risque perçu par les entreprises, c'est effectivement l'inflation, la difficulté des gens à vivre. Si l'entreprise ne pose pas elle-même la question de la répartition de sa valeur et est-ce qu'elle est facteur de limitation des inégalités ou au contraire de création de nouvelles inégalités, il y a un sujet de fond qui n'est pas traité. Et le troisième, c'est effectivement celui du partage de la gouvernance. En France, nous sommes très en retard en matière de représentation des salariés dans les conseils d'administration. Il doit y avoir 17 pays de l'Union européenne aujourd'hui qui ont des administrateurs salariés. Ces 17 pays, la plupart d'entre eux sont à 30% de représentation des salariés dans leur board. En France, nous sommes à un salarié lorsqu'il y a moins de 8 administrateurs et 2 lorsqu'il y a plus de 8 administrateurs au sein du board. C'est extrêmement peu et pour l'avoir été, cela fragilise énormément le rôle des salariés pour éviter justement cette dérive, même si je pense par ailleurs qu'ils ont un rôle majeur pour ouvrir au-delà du domaine social à l'ensemble de la question sociétale. Donc tout ça, à mon avis, et quand je dis partage de la gouvernance, il y a la question des administrateurs salariés, il y a la question de l'intégration des parties prenantes auxquelles je faisais allusion dans le système, et puis il y a la question des salariés en général. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans les entreprises, dans les nouvelles générations, des nouvelles générations qui
ont des choses à dire à l'entreprise et qui ne les écoutent pas nécessairement. Je vois qu'il y a des corporate activistes dans un certain nombre d'entreprises. Dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y a eu des élections pour avoir un représentant des actionnaires salariés, puisqu'on avait dépassé le seuil de 3% sur lequel les administrateurs salariés. Et à l'étonnement général, à côté du candidat de la direction quelque part et le candidat des organisations syndicales, on a vu 5 jeunes entre 30 et 40 ans se porter candidat et dire « moi j'ai des choses à dire sur la façon dont l'entreprise fonctionne et donc je suis candidat aussi pour entrer dans le board des conseils ». Donc il y a ce mouvement-là, à mon avis, qui est insuffisamment pris. Alors, cela dit, aujourd'hui, nos questions, en tous les cas, à la plateforme d'interrogation sur la situation de la RSE. La première, c'est la critique même du concept de RSE qui nous pose question. On l'a dit, on voit, alors, entre ceux qui disent aujourd'hui, dans le fond, l'important, c'est l'utilité sociétale de l'entreprise et de mesurer cette utilité sociétale, la question de RSE ne se pose plus dans les mêmes termes, on a Corporate Social Responsibility en tous les cas, et entre ceux qui disent que l'important, c'est dans le fond la mesure de l'impact, et que le jour où on aura réussi à mesurer l'impact sur les écosystèmes, dans le fond, la RSE est fongible sur ce concept de mesure d'impact. Ce qui me pose une question, c'est est-ce que le concept de responsabilité est un concept aujourd'hui dépassé ou c'est un concept et une condition nécessaire de la durabilité des entreprises? C'est un vrai sujet qui est posé sur la table. En tous les cas, au sein de la plateforme, nous défendons avec beaucoup de conviction la question du concept de responsabilité. Nous avons vu d'ailleurs, lorsque nous avons fait le travail notamment sur l'Ukraine et qu'est-ce que doivent faire les entreprises françaises présente en Russie, on a vu que ce concept de responsabilité était extrêmement présent et aussi que l'ensemble des entreprises n'arrivaient pas à définir, à avoir un guide et un document de référence qui leur permettrait de décider ou en tous les cas de favoriser leurs propres décisions. Ce qui me renvoie à la loi Pacte, c'est-à-dire que la loi Pacte en France, qui est une sorte de pyramide à 3 étages, est une structure extrêmement fragile. Elle est probablement fragile d'abord parce que sa base, c'est-à-dire la modification de l'article 1833 du Code civil qui exige des entreprises d'être gérées en prenant en considération les enjeux environnementaux et sociaux, absolument pas aujourd'hui donné lieu ni à des éléments de preuve, ni à des éléments de promotion. Donc, on a un socle qui est extrêmement fragile. On a au milieu un ventre mou qui s'appelle la raison d'être, avec effectivement une adhésion large des entreprises, puisque 80% du CAC 40, 60% du SBF 120, mais très peu d'entreprises ont intégré la raison d'être dans leur statut. Il y en a 9 du SBF 120, 4 du CAC 40, donc c'est extrêmement faible. Et puis au-dessus, on a cet aiguillon, un peu de la pointe de notre pyramide, où la nouvelle qualité de société à mission, ils en sont presque 1000 aujourd'hui, à essayer de pousser et à tirer. Mais ils tirent sur quelque chose que je trouve extrêmement fragile aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui profondément de pilote dans la vie. Donc face à cette situation, il y a deux éléments encore de questionnement et quelques éléments d'espoir. L'élément de questionnement et le risque, c'est que la politique… Comment ? Ça sera ma conclusion. Oui. La politique européenne qui est extrêmement structurante, je trouve, et elle le sera d'autant plus que si on ne se focalise pas uniquement sur la question du reporting et de la contrainte. C'est d'ailleurs, j'ai vu le rapport du Sénat sur ce sujet-là, qui dit des choses intéressantes, notamment en matière de formation et de culture de RSE, mais qui porte aussi un discours d'inquiétude sur le fait que la question ce soit des contraintes. On sait bien que le vrai sujet aujourd'hui, c'est la transformation de l'entreprise, sa capacité à être dans un monde de demain beaucoup plus fort. Aujourd'hui, ça ne sera pas que le reporting qui permettra de le faire. Le deuxième, c'est que je pense que dans les entreprises françaises, le sujet du climat est extrêmement prégnant et c'est sans doute le point d'appui fort. Et on l'a vu avec la modification du code AFEP-MEDEF en décembre dernier. Mais dans quelles conditions, quand on regarde l'évolution du code AFEP-MEDEF, on voit qu'il n'y a que 2 engagements qui est proposé par les organisations professionnelles, un sur le climat, d'autres sur la partie variable des dirigeants. Ça ne fait pas une stratégie RSE, ça ne fait pas une construction du monde de demain.
Et les 2 ou 3 points d'espoir que je voulais signaler, c'est d'abord qu'il y a des entreprises, il reste des entreprises motrices qui sont particulièrement intéressantes à voir. Enfin, ce que fait actuellement le Crédit Mutuel en mettant 15% de ses résultats pour des objectifs sociaux et environnementaux, hein, c'est quand même 500 millions d'euros par an. Ce que fait la Maïf également de son côté avec son dividende écologique. Donc, il y a des initiatives d'entreprises qui sont extrêmement fortes. Et puis, le dernier point sur lequel je voudrais souligner, c'est la dynamique des PME. Je trouve que moi qui viens d'un grand groupe et qui, dans le fond, connaissait mal le tissu des PME, je trouve que les PME, avec les problèmes qu'ils ont d'intégration dans les éléments de seuil, etc., sont aujourd'hui d'une forte dynamique, qui a un vrai regard sur le monde d'à côté, peut-être aussi d'ailleurs, parce qu'elles sont plus territorialisées. Donc, il va falloir redonner en tous les cas à la RSE, remonter en quoi la RSE est un acteur majeur de la construction du monde de demain. Je pense que c'est vraiment l'enjeu en tous les cas que nous voulons relever au niveau de la plateforme RSE. Merci 1000 fois, Pierre, avant d'aller aux questions à poser à Yvonne et à toi. Donc, d'avoir sorti les points saillants de ce contexte tel que tu l'analyses. Et je pense que l'axe que tu as donné, notamment sur le rapport à la dimension sociale et sociétale et pas simplement climatique, est absolument structurant aujourd'hui. Merci de cette excellente vision panoramique de la situation. Yvonne, do you have some comment to give about the description that Pierre has made about the context? You know, with the point that about the weakness of stakeholder dialogues in France, that we don't have so much relations with stakeholders, and the weakness also about the employers and unions representation in the boards, which are two main differences maybe with you. What do you think about what has been said by Pierre and the importance of to be stimulated by the European Commission and the European Parliament? I think it's an important point, but even stakeholder dialogue is not a target. It is a methodology to come into dialogue upon that what should be in the interest of all companies, to have strategic strength with help of sustainability and proactive embracing sustainability issues coming now as transparency requirements to companies, but even the stakeholder dialogue as such, you can create that within your company. And this is something where I would think go from inside a company into the perspective what you should deliver in the end of your process. It is not about having at some point a report or the data setup or the data scheme and the proliferation schemes for data. It is more about what is the identity of your company, what is your mission, and how do you in the best way you can, come into forces to deliver the things that your employees, for example, ask of you, the major and most important stakeholder group, the people that give you money, that buy your products, that come into contract with you as a company, second major stakeholder group, and the general public that should remark what you are doing and what solutions you deliver. And that is then, we learned that by President Trump, perception is reality. It's the very important cross-checking system that we have. Is your company received as a sustainable company, yes or no? And our clients, let it be business to business or business to consumer relations, are they ready to pay a premium for your products and services because they are convincing? And then we come to the concept of what is your license to operate? What is your license to buy and sell products? And what is the license also to invest when it comes to, I saw in the chat that there was a question about when does CSRD come into force for international companies and also for companies on global level. And this touches also CS3D, who shall invest in Europe. Also, investors and companies meeting European values and being able to deliver to that. We have
demands of companies on how they should come in as investors, for example, or with their shares into companies. And in Germany, we also have a huge conflict because when American investors come, they think they can dictate. Voilà. This is something German companies do not want. And I think this is something where French companies and German companies really are sont voisins aussi avec en dimension éthique. Oui. Et être convaincu que l'identité de l'entreprise, c'est quelque chose de plus valable. Oui. Comme les entreprises ou les investisseurs anglo-américains, par exemple. Cette situation, Ivan, est en cours, ce débat est en cours versus États-Unis. Il n'est pas tranché, il est difficile aujourd'hui, mais si les acteurs de la RSE ne sont pas mobilisés là-dessus, il ne basculera pas du bon côté. Donc, on est bien à un momentum qui est aujourd'hui très, très significatif. Merci beaucoup d'avoir traduit cette analyse vue de l'Allemagne. Je remercie aussi Pierre de ceci. Je voudrais rentrer maintenant en laissant Antoine distribuer les questions, laisser entrer les participants dans le dialogue, nous dire comment eux-mêmes voient la chose et les questions, tant d'actualité que de fond. Antoine, je vous laisse animer. Merci Patrick et bonjour à chacun, chacune. Juste avant d'entrer dans le temps des questions autour des démarches RSE, vous le savez que chez Ecolearn, en tant que formateur, nous associons ce sujet-là évidemment à la thématique des compétences et nous conduisons en ce moment une grande étude sur le besoin en compétences durables des entreprises. Vous recevrez dans le lien replay ces slides. Vous pourrez donc cliquer et participer à cette grande enquête. Les réponses sont ouvertes jusqu'au 17 février et nous apprécierions beaucoup, beaucoup votre contribution. Ceci étant dit, je passe aux questions. La première question, elle s'adresse à Pierre Victoria. Bonjour Pierre. C'est une question qui nous a été partagée par Dorothée. Je vais la dire avec un rythme assez posé pour que Yvonne puisse aussi réagir si elle le souhaite. Dorothée soulignait, pour être prise au sérieux, les dimensions environnementales et sociales doivent apparaître dans les tableaux de bord de l'entreprise. Et elle vous rejoint sur cette approche d'impact dont vous parliez, mais elle aimerait ajouter aussi la prise en compte en termes de comptabilité écologique de l'activité de l'entreprise. Et elle y voit là un passage obligé pour la soutenabilité face aux limites bioclimatiques. Quel est votre avis là-dessus? D'abord, moi, j'ai travaillé donc, au sein d'un grand groupe sur la mise en œuvre d'une performance plurielle de l'entreprise. Plutôt une performance multidimensionnelle, c'est-à-dire comment prendre en compte les sujets environnementaux, sociaux et sociétaux et essayer du coup d'évaluer la performance de l'entreprise, non pas à l'aune uniquement financière, mais l'ensemble de ces variables. Et ce travail se poursuit et il est important parce qu'il définit la performance de l'entreprise, mais il définit aussi la performance de chacun des acteurs de l'entreprise par rapport à des objectifs qui ne sont pas uniquement financiers. Et je suis intimement persuadé que cette recherche d'une performance globale est un élément clé. Le débat qu'il y a, qui est posé et dont on débat, y compris d'ailleurs dans notre rapport, donc qui sera rendu public au sein de, puisqu'on l'appelait au sein de la plateforme qui s'appelle Impact, responsabilité et performance globale, c'est bien que le débat, c'est bien sur comment on peut définir la performance globale d'une entreprise. Est-ce qu'il faut aller vers des logiques de monétarisation, ce qui aurait le mérite d'être de donner un élément clé? Moi, j'en suis pas persuadé qu'on y arrive. Ou est-ce qu'il faut à ce moment-là trouver un système de comptabilité qui intègre l'entente de dimension sociale environnementale en respectant en fait la spécificité de chacun des éléments? Donc le débat il est sur la table, mais ce qui est vrai, c'est que on ne pourra pas faire l'économie. Enfin, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. On ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur comment on mesure une performance globale de l'entreprise. Et de la même façon, on ne pourra pas faire l'économie si on mesure l'impact de l'entreprise, impact négatif et impact positif, de poser la question du retour vers le modèle d'affaires de l'entreprise pour que celle-ci soit plus en harmonie avec les attentes de la société.
Yvonne, to answer to this question about the extra financial reporting, could you tell us if you in Germany you feel comfortable with the directive CSRD on reporting, the new one, and about the EFRAG proposals, what we call ESRS? What is the opinion of the German business community on these two new laws, the open laws? Bon, je vais essayer Oui. en français si vous voulez. Oui, tant mieux. Avec CSRD, bon, Baum est content parce que on a eu des clarifications avec CSRD, double matérialité et aussi que le lieu du reporting doit être le rapport d'activité de l'entreprise et pas un rapport parallèle, par exemple. Et de spécifier que soit rapporté. Et comme ça, nous espérons qu'on aura un plus haut degré de comparabilité des rapports que simplifiera aussi les échanges d'informations entre les entreprises qui veulent coopérer en Union européenne, par exemple. Avec les ESRS, je pense que c'est un très bon niveau de concrétion de tout ça que doit être rapporté. Et on va voir dans les standards pour les SME, les petites et moyennes entreprises, que ça sera encore un peu plus facile pour eux. Avec toute la discussion avec les facteurs extra-financiers, je partage, je supporte l'opinion qui a aussi expressionné que ce ne sont pas extra-financiers parce qu'on a des risques financiers et aussi physiques si une entreprise ne discute pas les risques. Sorry, I go back to English. I will try next time. If they neglect the sustainability risks, if they don't discuss them in the company. So in Germany, the Market Authority has published a very good orientation document. It was in 2019 about the physical and transformation risks and the financial risks that should come into the company report. So my question is always, if a company neglects sustainability risk for the business case, did they put the money aside for future claims they have to face? They will have to face it. As we see it in social community with the Chevron and Exxon scandals, what did they lobby for in the 80s? It's the next step. So did they put aside the money they need to cover the costs and to ease the claims then again? That is my question, and that should be a question for every board and supervisory board. Car je pense, la question est comment est-ce que les prestations écologiques et sociaux entre les bilans d'activité, ça c'est une question que corrige aussi la notion des facteurs extra-financiers. Ce n'est pas extra-financier ce qu'on discute sous le titre de développement durable ou des prestations de développement durable, pour développement durable. Oui. Je pense qu'on partage les mêmes débats, les mêmes discussions là-dessus, et je pense qu'on évolue avec évidemment des situations différentes entre les entreprises qui sont très internationales et qui ont une compétition avec des Chinois ou des Américains. Et là, bon, c'est pas dans le même univers. Et puis des entreprises très inclusives en Europe, mais qui ouvrent sur ce capitalisme rénant que rappelait Pierre Victoria. Antoine, je vous laisse poursuivre la distribution des questions, des dialogues. Oui, sans problème. Une autre question qui s'adresse à Pierre, pour commencer, puisqu'il l'a évoqué, que je vous partage également, Patrick et Yvonne, si vous souhaitez répondre. La société française Doctolib, qui est une licorne, est récemment devenue société à mission,
Oui. Vous en parliez, Pierre, comme un aiguillon au sein de la loi Pacte. Est-ce que c'est un signe positif pour ce mouvement des entreprises à mission selon vous? Oui, Pierre, alors, donc, vas-y. donc, les entreprises à mission, en fond, qu'est-ce qu'elles apportent dans l'intention du législateur? Je rappelle d'ailleurs qu'elle était dans la loi, dans la proposition Sénart-Nota, qu'elle n'était pas dans le projet gouvernemental, et c'est l'Assemblée nationale qui a rétabli cette idée d'avoir non pas un nouveau statut, parce que c'est pas un nouveau statut, hein, c'est une qualité de société à mission, qui amène l'entreprise à avoir un comité de mission. Ce comité de mission ayant, alors d'abord ça oblige les entreprises à avoir une raison d'être dans leur statut, avec cette raison d'être qu'il y ait des engagements précis dans le domaine social et environnemental, et un comité de mission qui est chargé de vérifier que les actes de l'entreprise sont conformes aux engagements pris vis-à-vis de la société, avec, vous savez, un organisme tiers indépendant qui est chargé de l'évaluer et une obligation de donner un avis à l'Assemblée générale de l'entreprise sur la façon dont cette mission a été exercée. Donc, c'est un élément à la fois de contre-pouvoir, voire de début de gouvernance partagée sur les textes. Maintenant, comme dit un des responsables que j'aime bien de l'économie sociale et solidaire, il dit « le statut ne fait pas la vertu ». Ça, on le savait déjà. Et il y a des comités de mission, j'en citerai pas, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la vertu n'est pas nécessairement au rendez-vous. Donc, il y a peu de grosses entreprises qui ont pris le statut de société à mission, puisqu'il n'y avait que Danone, et encore c'était le Danone d'Emmanuel Faber, hein, au moment porteur un peu du concept un peu d'entreprise-providence, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et le reste des entreprises sont essentiellement des petites entreprises aujourd'hui. Donc, ce que je n'arrive pas à savoir, et d'ailleurs c'est un élément… Comment? Crédit mutuel. Oui, mais beaucoup le secteur coopératif et mutualiste, en fait. Hein. La Maïf, etc., ils ont tous pris, et c'est une bonne chose. Donc, je pense qu'ils ont un vrai rôle d'aiguillon. Ils ont sans doute à faire, mais aujourd'hui, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est combien de salariés sont couverts, en fait, par une entreprise société à mission. Je pense que sur les 11 ou 12 millions des sociétés privées, il doit y avoir à peu près 1 million de salariés, je n'ai pas le chiffre exact, on ne le prenait pas pour argent comptant, hein, mais qui, parmi les quasi 1000 entreprises qui ont choisi la qualité de société à mission, ça doit recouvrir à peu près 1 million des salariés. Donc, on est loin quand même d'englober l'ensemble du capitalisme français. Par contre, ils ont des choses à dire et on a besoin d'aiguillons pour faire bouger les lignes. De ça, j'en suis persuadé. Moi, mon sujet, c'est comment on met en place l'article 1833, qui concerne toutes les entreprises. On est à la plateforme est toujours un petit peu réticente, c'est beaucoup dire, mais a vraiment une vision de faire en sorte comment on embarque l'ensemble du monde de l'entreprise dans la transformation et d'éviter, alors c'est pour ça que les statuts pour l'économie sociale et solidaire, dont on dit d'ailleurs que son statut va bouger dans les mois qui viennent, les sociétés à mission sont des acteurs, mais l'important aujourd'hui, c'est de faire bouger l'ensemble du tissu économique français. Mais Yvonne, cette question est très française, sorry, hein. Désolé de cette question juridique sur les entreprises à mission. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas au niveau européen avoir un statut, entre guillemets, comme ça, qui est le Public Benefit Corporation in Europe. Bon. Et ça, c'est une réflexion qui avance, que certains poussent, au Parlement européen notamment, qui pourrait être intéressante parce que finalement, on consacre le fait qu'il n'y a pas que la finance dans les décisions du board, mais il y a aussi l'accomplissement de ces objectifs sociétaux. On a clarifié juridiquement les choses. Donc, ça serait bien qu'au niveau européen, il faudra qu'on en parle avec nos amis allemands, ce statut de ce Public Benefit Corporation à la française, qu'on appelle société à mission, puisse être peut-être revu dans un cadre européen pour faire basculer un petit peu versus ceux qui sont pro-financial et ceux qui sont global performance. Voilà. Je sais pas, do you have any opinion about this question of the status on Public Benefit Corporation in Europe? Oui, Yvonne? parce qu'on a aussi une discussion en Allemagne sur le droit des sociétés. Oui. Le droit des sociétés en Allemagne est très ancien, parfois depuis plus de 100 ans, et a été modernisé pour la dernière fois dans les années 30. Ah oui. En Allemagne, de nouvelles formes juridiques pour les entreprises sont en cours de discussion.
nous assistons ou nous constatons une montée en puissance de coopératives et aussi l'intention du gouvernement fédéral actuel de créer une base juridique pour les entreprises en propriété responsable, car les profits restent dans l'entreprise. C'est une idée très intéressante pour des entreprises qui ont des structures et supportent l'infrastructure publique critique, par exemple, ou aussi dans le secteur de santé. Mais là, vous touchez du doigt, Yvonne, un sujet qui va monter avec le protectionnisme un peu qui se met en place aujourd'hui, notamment le IRA américain et autres. On n'aura pas intérêt à disperser notre capital à partir du moment où on devra renforcer nos industries européennes versus les autres. Et le mouvement là de relocalisation en cours, il va jouer dans le sens de l'entreprise inclusive. Donc, un peu entreprise à mission avec une dimension territoriale forte. Il y a une tendance lourde qui devrait jouer là pour aller dans ce sens assez naturellement. Hein. On n'a plus tellement intérêt à disperser nos ressources à un moment où la compétition est devenue trop forte et on en a besoin énormément en Europe de notre capital. Hein. Donc, attention, ça, je pense que ça va faire bouger les lignes. Antoine, une dernière salve de questions, peut-être, avant de se séparer? Oui, sans problème. Une question, cette fois, qui nous a été posée autour de la compétence comme un enjeu crucial pour accélérer la transformation des entreprises à travers le thème de la double matérialité qui a été évoqué, et qui disait, il y a des entreprises qui existent et qui sont très avancées sur ces questions, mais elles n'ont pas la même maturité que des compétences qui sont axées sur une approche plus financière. Donc, ce débat extra-financier-financier, et ça peut donc être source d'incertitude et de questionnement. La question qui est donc posée est, quels peuvent être les leviers pour rassurer les entreprises sur ces dimensions dites extra-financières? On peut trouver un autre terme. Pierre, tu te sens… Je ne sais pas s'il faut rassurer. D'abord, je crois que dans les mouvements d'entreprise, on voit bien que les personnes qui étaient en charge du développement durable de la RSE ont pris un rôle prépondérant ces dernières années par rapport à ce qu'il y était précédemment. Alors, notamment dans les grandes entreprises, depuis la COP 15 de 2021, qui a amené en fait les sujets du climat et qui a tiré un petit peu les problématiques et qui a d'ailleurs permis souvent à la notation extra-financière de rentrer dans le champ de l'analyse par les boards de la réalité de ce qu'ils étaient, ce qui était loin d'être le cas avant. Moi, aujourd'hui, je redis que je pense que le travail sur la performance globale de l'entreprise est un sujet majeur. Je pense évidemment que les fonctions de ceux qui portent le sujet RSE dans les entreprises, son positionnement au sein de l'entreprise n'est pas du tout négligeable. C'est-à-dire, plus il est haut, plus il peut porter quelque chose. Il reste quand même, il serait naïf de penser à l'alignement complet dans le monde de l'entreprise entre la finance et le non financier. Voilà, je veux dire que le fond de ma pensée, ça reste un combat et il faut que les personnes qui s'occupent de la RSE ou du développement durable, je ne crois pas qu'ils doivent être uniquement des gens qui s'occupent de notation extra-financière ou de compliance. Ils doivent continuer à être les aiguillons dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui soient capables de pousser les lignes, mais surtout être porteurs, et je renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté moral ou éthique, porteurs de cohérence au sein de l'entreprise. Le vrai sujet, c'est que moi, je trouve que, par exemple, pour être très franc, lorsque les raisons d'être des entreprises n'ont pas servi de guide au moment, par exemple, où les vents mauvais sont arrivés, c'est-à-dire que quand le Covid est arrivé,
je ne vois pas très bien, peu d'entreprises se sont posé la question de en quoi leur raison d'être pouvait leur permettre de vérifier comment ils allaient se comporter vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de leurs actionnaires, vis-à-vis de leurs fournisseurs dans un contexte de crise particulière. On voit bien que dès qu'il y a un recul économique, de façon économique, on a l'impression que les engagements qui ont été pris risquent de passer quelque part. Donc, il faut des personnes au sein des entreprises qui pèsent, qui soient le plus haut posées et qui soient garants de la cohérence de l'entreprise. Ce dont on a besoin, c'est pas de radicalité, Patrick, si tu me permets cette expression. Ce dont on a besoin, c'est de cohérence. C'est-à-dire qu'on a pris des engagements. Ça veut dire qu'il faut être capable d'assurer l'équilibre des engagements qu'on a pris. Il faut être capable de renoncer à un certain nombre de pressions, y compris à un certain nombre de marchés. C'est ça le rôle fondamentalement des personnes qui s'occupent de développement durable et RSE. Et donc, il faut que ce soit des gens de conviction et que ce soit des gens qui soient haut placés dans l'entreprise pour veiller à ce que la question de la finance ne prenne pas le pas sur l'ensemble du sociétal. On vérifiera justement celles des entreprises qui n'ont pas utilisé leur raison d'être dans leur choix par rapport à leurs implantations en Russie. Il y a une étude qui sort, qui est faite par l'Université de Saint-Gall en Suisse là-dessus. C'est très intéressant. Effectivement, ça n'a pas été connecté. Tu as mille fois raison d'insister là-dessus. Yvonne, est-ce que les directions développement durable en Allemagne, pour terminer, sont puissantes, s'implantent bien dans les organisations? Are the CSR managers more and more powerful inside the business, or what do you think about their place, how it's going on? What the role of the sustainability managers are? Pardon. Oui, their role and their consideration by the board, by the CEOs, are they important? Do they are considered, or are they marginal in the hierarchy of business? Bon, leur situation et leur rôle a été développé, Oui. mais aussi tant que les managers prennent maintenant la question de durabilité stratégique, ils prennent le sujet et installent de nouveaux personnes pour qui doivent le faire comme ça. Well, I skip it into English because it's a pretty difficult question. I have been told the stories that the role has been strengthened, and I have also been told the stories as soon as the board now understands the issues, completely new people are put into place without expertise in sustainability. The people put aside that developed the sustainability strategy and products over 20 or 30 years. And young stars are coming up without the education that is needed to move forward in that red and to develop the red thread that was laid within the companies for decades. And that's partly a friction. So we have both stories. We have the success stories for sustainability managers strengthened and finally getting into dialogue with board. And on the other hand, the people put aside, we don't need that stuff. We don't need, for example, EMA's management scheme. We don't need the industrial standards for sustainability. We don't need the comprehension. We need the good story. We need the good marketing. We need, to bring it outside what are the sustainability qualities without understanding what is necessary in its core to be able to deliver the credibility indicators as well. And this is in processes, this is in management approach, in verification schemes, etc., where so many things are in place already. And this is why I keep on discussing also in my EFRAG expert working group on listed SMEs, that we need to take and put into value what was developed over the years and decades. And I experienced the same thing on that EFRAG level because everything is put up fresh and pretty new. And I always think context is the key. Context is the key for materiality when it comes to, for example, the material aspects within the company. Of course, not every company has the same resources, but there are very simple steps on how you can start this. And also with regards to reporting.
We cannot put aside all the experiences that have been developed over 50 years in sustainability reporting, setting up processes and industrial standards for sustainability, and verification schemes. And this is why I lay a lot of hope into the discussion about verification of data, for example, because CSRD has also opened the option to verify sustainability reports, not only by accountants, but also by subject matter experts. Right, right. And I think if we manage from the perspective of super performance in terms of sustainability, which have been the pioneering companies in that field, together with the newcoming companies, and to really to speed up in learning newcomer companies from the pioneer companies. What are the processes that we should establish to gain credibility on one hand, and how can we get it together, what is now demanded by the CSRD, and meets the interest of the companies, and to put value on the things that have been done since decades and which are valuable. So that's my point. On voit bien que la dernière, pour conclure, la prochaine étape, Pierre et Yvonne, dans nos deux pays très, très mobilisés là-dessus, c'est d'installer le mécanisme de reconnaissance de cette performance sociétale ou globale. Il n'existe pas aujourd'hui et il va falloir l'inventer si on veut qu'il s'installe dans le paysage décisionnel et pas simplement des investisseurs. Voilà, bon, c'est un sujet très fondamental. Vraiment, merci beaucoup à tous les deux. Je pense que c'était très riche de pouvoir, en fait, j'ai pris conscience, Yvonne, on ne s'était pas parlé depuis longtemps, que nos situations évoluent assez proches aujourd'hui. On a vu des différences entre nous, Français et Allemands, sur ces sujets plus importantes, et je trouve que là, à travers les textes européens et le travail qui est fait, on est assez en ligne sur beaucoup de choses. On est très en ligne sur les évolutions. Alors, il y a plein de raisons à ça, mais c'est un bon signe, je trouve. C'est plus vu dans l'évolution d'un capitalisme européen qui doit jouer sa carte que simplement sous l'angle de normes et de contraintes qui étaient assez mal vécues en Allemagne du reste, et pas comprises aussi toujours en France il y a 10 ans. À peu près. Merci vraiment à vous deux de ce que vous faites d'abord, du travail que vous faites pour les uns et les autres, dans nos pays. Et puis, j'espère que cette situation qu'on a décrite et que j'ai ramenée dans l'actualité à travers ce couple difficile entre pression publique et puis défensive, un peu business, on va vivre dedans, mais il faut, comme le disait Pierre Victoria, que les corporate activistes un peu se manifestent un peu plus et avec des bons arguments et des bonnes compétences fassent bouger nos entreprises pour répondre aux attentes d'une situation, d'un contexte qui est quand même très, très tendu, très difficile. Merci 1000 fois aux uns et aux autres. On se retrouvera donc en mars, je crois que c'est 13 mars, et on sera toujours aussi nombreux et on va essayer de faciliter aussi, Antoine, un peu le dialogue un peu des uns et des autres, peut-être en préparant mieux le questionnement avec je pense qu'il faut peut-être qu'on mâche le travail pour faciliter le questionnement. Voilà, participez à l'enquête sur la compétence. On se retrouve le 10 mars, donc 11h, l'enquête qu'Antoine a signalée. Et nous poursuivrons ce dialogue, ma chère Yvonne. Il faut qu'on continue d'avancer bien ensemble. Et Pierre, bon vent pour tous les travaux que vous menez, très utiles. À bientôt, bon week-end à tous et merci encore.